Alors, je vais maintenant convier... Prenez place, je vous en prie. Je vais maintenant convier Marc Lachiaiseray, qui nous fait l'honneur d'être là avec nous ce soir. Vous le connaissez peut-être, il est cosmologue, astrophysicien, théoricien au CNRS. Il est à la direction du laboratoire de recherche astroparticules et cosmologie de l'Université Paris Diderot. Il travaille en cosmologie et en physique fondamentale. Et ses travaux portent sur l'univers, la gravitation, la physique quantique et au temps. Il y a l'espace-temps, donc on est dans notre sujet de l'année, mais dans une partie beaucoup plus scientifique peut-être. Et donc on a décidé de le questionner sur l'analogie managériale du concept de temps, avec en première question comment justement on peut comprendre ce concept de temps, comment on peut le traduire, comment on peut lui attribuer le bon sens ou différentes significations. Alors, c'est une question très pertinente, et d'autant plus pertinente pour un physicien que dans la physique moderne, nous avons évacué cette notion de temps. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu, à la fin du XIXe siècle, qu'elle n'opérait pas dans la physique. Différents phénomènes physiques, différentes observations, différentes expériences qui ont été menées par les physiciens ont amené à la conclusion que le temps n'était pas un concept adapté à la physique, ou pour le dire autrement, que le temps n'existe pas dans la nature comme on le croyait. Alors, celui qui a compris ça le premier, c'est Einstein, et tout ça a été à la base de sa révolution, qu'on peut appeler la révolution relativiste, qui a consisté à remplacer les théories qui étaient en vigueur à l'époque, essentiellement les théories qui étaient issues de Newton, XVIIe siècle, par les théories de la relativité restreinte et de la relativité générale. Et si on veut résumer de manière très succincte et un peu caricaturale le message principal de la relativité, c'est de nous dire le temps et l'espace n'existent pas, mais ce qui existe, c'est une entité plus globale qui s'appelle l'espace-temps, mais qui est bien davantage que la réunion de l'espace et du temps comme on le prenait auparavant. Alors, évidemment, pour répondre à la question que vous avez posée, si on se place dans le cadre de la physique moderne, c'est très vite répondu, parce que cette notion de temps, on s'aperçoit que dans le monde tel qu'il existe, quand on veut le décrire d'une manière précise, le temps n'existe pas. Mais évidemment, on travaille quand même avec cette notion de temps pour des expériences, disons, relativement simples et de précision limitée, dans la vie courante, dans la vie sociale, dans notre vie psychologique. Et donc, on a besoin de disséquer cette notion de temps. Et on s'aperçoit qu'elle repose sur plusieurs notions temporelles qui, par leur réunion, par leur correspondance, construisent cette notion de temps qui est une notion composite. Alors ces notions, ce sont quoi ? Ce sont les notions de chronologie, les notions de durée, les notions de causalité, les notions de synchronicité. Tout ça, ce sont des notions qui, en fait, sont différentes. Nous avons assez peu l'habitude de les différencier parce que, justement, quand on pense en termes de temps, la notion de temps comprend toutes ces notions. Si je vous parle de temps, là, vous allez penser durée, vous allez penser chronologie, synchronicité, rendez-vous, causalité. En fait, on s'aperçoit, quand on les dissèque, je dirais, d'un point de vue philosophique, parce que les philosophes ont fait ça, mais également d'un point de vue physique, quand on veut analyser des expériences, on s'aperçoit que ces notions sont très différentes. Et ce qui se passe, c'est qu'on a longtemps cru, et à la précision des phénomènes que l'on pouvait observer jusqu'au XIXe siècle, ça fonctionnait. On a longtemps cru que toutes ces notions étaient harmonisées entre elles et que donc il était pertinent de les rassembler dans cette notion globale qu'on appelle le temps. Bon, tout à l'heure, par exemple, on nous a parlé de chronos et kairos, et on peut dire que, d'une certaine manière, en caricaturant un peu, chronos, c'est la durée, kairos, c'est la causalité, parce que si nous sommes influencés par quelque chose, le kairos, eh bien, c'est qu'il y a une relation causale. Donc, on peut se dire que déjà,
les philosophes grecs avaient l'intuition de cette séparation. Bien sûr, ils ne l'avaient pas menée jusqu'au bout, mais ce qui se produit dans la physique contemporaine, dans la physique d'aujourd'hui, c'est que ces notions sont véritablement dissociées. Si vous voulez faire aujourd'hui de la physique de précision, si vous voulez faire de la navigation spatiale, si vous voulez faire de la physique des particules, si vous voulez faire de l'astrophysique, de la cosmologie, vous ne pouvez plus raisonner avec la notion de temps. Vous êtes obligé de dissocier ces relations causales et la notion de durée, par exemple. Parce qu'il se trouve que dans la physique moderne, la notion de chronologie disparaît totalement. Bien sûr, nous continuons à l'utiliser parce que nous avons reconstruit socialement cette chronologie. Nous avons reconstruit socialement un temps qui va s'accorder plus ou moins avec notre temps psychologique, avec le temps de nos émotions, avec le temps de nos sensations, qui va s'accorder également plus ou moins avec le temps des horloges. Je dis plus ou moins parce que ça marche, disons sur Terre par exemple, à quelques microsecondes près, mais dès qu'on veut faire des expériences très précises, c'est impossible. Si vous avez 2 horloges, il est impossible de les synchroniser. Si vous avez une montre à quartz, il est impossible de la synchroniser avec, par exemple, le temps des étoiles ou le temps d'une pendule à balancier. Évidemment, à la microseconde près, ça marche très bien. Et c'est pour ça que nous sommes arrivés à reconstituer quelque chose qui fonctionne à notre échelle personnelle et à l'échelle de notre société et qu'on appelle le temps universel. Mais il y a aussi un temps sidéral, il y a le temps des éphémérides, il y a ce qu'on appelle le temps conforme, le temps cosmique. Tout ça, c'est différent. Il est impossible de les synchroniser, sauf qu'à notre échelle, on s'en fiche complètement parce que la précision de la microseconde ne nous intéresse pas. Mais quand on fait de la physique, ça nous intéresse. Je continue. Oui. En quoi ça peut nous intéresser dans notre vie et en quoi ça peut intéresser une entreprise? La première chose, c'est qu'il me semble que pour analyser toutes les questions dont on a parlé jusqu'ici, je crois qu'il est pertinent, plutôt que d'essayer d'appliquer cette notion de temps, justement d'appliquer les notions de durée, de chronologie, de causalité, qui sont en fait des notions différentes. Et on s'aperçoit que quand on parle par exemple du temps long, du temps court, comme il en a été question tout à l'heure, eh bien c'est plutôt les notions de durée qui interviennent. Quand on parle de chérologie, comme on l'a fait, c'est plutôt les notions de causalité, d'occasion, mais l'occasion, c'est quelque chose qui provient d'une influence donc qui est gérée par la causalité. Et vous savez peut-être que les Chinois, par exemple, ont une conception du temps qui est très différente de la nôtre, à tel point que certains sinologues disent qu'il n'y a pas de conception du temps chez les Chinois, mais on peut dire qu'ils ont justement un temps chérologique, c'est-à-dire ils sont très sensibles à ce qu'on appelle l'occasion. C'est-à-dire que pour les Chinois, la stratégie chinoise, qui est très efficace, elle se fonde non pas sur l'idée d'aller très vite, d'attaquer par exemple, ou de faire telle ou telle action le plus rapidement possible, mais de la faire au bon moment. Ce qui peut vouloir dire attendre une semaine, attendre un mois, attendre le bon moment, et à ce moment-là, le bon moment, c'est le moment où les circonstances sont favorables et tout va bien se passer. Donc cette notion de temps, on peut l'abandonner et on peut la remplacer par d'autres notions. Et par exemple, on va raisonner dans l'espace-temps. Alors, raisonner dans l'espace-temps, c'est quelque chose d'assez habituel pour les physiciens relativistes, pour les cosmologues, pour les astrophysiciens. Ça n'est pas très habituel dans la vie courante, mais ça peut vous aider. Alors, je ne sais pas à quel point ça peut vous aider si vous gérez une entreprise, mais ça peut vous aider aussi à gérer votre vie personnelle. Et il se trouve qu'en tant que physicien, en tant qu'astrophysicien, je suis un peu déformé par mon travail, et à force de raisonner dans l'espace-temps pour tout ce qui concerne la physique, les phénomènes astronomiques et tout ce qui se déroule dans l'univers, j'en suis un peu venu à analyser ma propre existence, mes relations avec mes semblables, en termes d'espace-temps. Et quand on raisonne de cette manière, on s'aperçoit, si je me demande qui je suis, je ne suis pas uniquement celui qui est ici en ce moment et qui parle en ce moment, mais je suis quelqu'un qui a une histoire, qui a une mémoire
j'ai accompli des voyages, j'ai fait des choses, j'ai été là-bas, j'ai été à d'autres endroits. Et finalement, ça correspond très bien à la manière dont la physique envisage l'existence d'un individu ou même d'un objet. Je suis ce qu'on appelle une ligne d'univers. C'est-à-dire, en ce moment, je vis un événement, je suis là en ce moment-là, c'est un événement. Dans une minute, ça sera un autre événement. Dans une heure, ça sera un autre événement. Mais mon existence, qu'est-ce que c'est ? C'est une suite continue d'événements. Je vis des événements les uns après les autres. Et la description en termes d'espace-temps, elle décrit chaque événement comme un point de l'espace-temps. L'espace-temps, on peut le définir comme l'ensemble de tous les événements qui arrivent à tout le monde. L'événement que je vis en ce moment, c'est un point dans l'espace-temps. Celui que je vivrai dans une minute, c'est un autre point. Ma vie est une suite continue d'événements. Qu'est-ce que c'est qu'une suite continue de points ? C'est une ligne. Donc, ma vie, c'est une ligne ou une portion de ligne. La vôtre aussi. Et nous avons des lignes d'univers qui, plus ou moins, s'entrelacent. Nous nous retrouvons ici. Nos lignes d'univers, à un certain moment, vont coïncider. Et puis, elles vont se séparer. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ces lignes dans l'espace-temps, elles ont une longueur. Et c'est exactement ça qu'on appelle la durée. Et finalement, les durées que nous ressentons, que nous éprouvons, qui vont rythmer notre physiologie, qui vont rythmer nos pensées, que nous pouvons aussi mesurer avec nos horloges personnelles, c'est très exactement la longueur de ces lignes. Et quand on raisonne comme ça, on comprend très bien que ces durées ne coïncident pas forcément. Et elles ne coïncident pas forcément, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas forcément les réunir, les harmoniser pour considérer ce concept de temps. Parce que le concept de temps, il n'a un sens que dans la mesure où on peut, par exemple, synchroniser les horloges, c'est-à-dire, finalement, assimiler les durées les unes aux autres. Or, aujourd'hui, des expériences de physique qui sont devenues très courantes montrent qu'il est impossible de synchroniser les horloges. Évidemment, on peut toujours les synchroniser à la seconde, mais à la microseconde, à la picoseconde, c'est impossible. Les dernières expériences qui ont été menées prennent deux horloges, les horloges atomiques les plus précises dont nous disposons. C'est dans le laboratoire de l'École normale à Paris. On prend deux horloges identiques, qui sont donc l'une à côté de l'autre, parfaitement synchronisées. On en prend une, on l'élève de quelques mètres dans la pièce, et on s'aperçoit, et on la ramène, et on s'aperçoit qu'elle est désynchronisée. On s'aperçoit que deux horloges qui, avec la précision que nous avons aujourd'hui, sont séparées de seulement quelques mètres, sont impossibles à synchroniser. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une horloge ne mesure pas le temps, une horloge mesure la durée de sa propre histoire. Ça veut dire que deux horloges qui sont séparées de quelques mètres seulement ont des histoires différentes, et donc donnent des indications différentes. Si on voulait parler de temps, quelle est l'horloge qui donnerait le temps ? Est-ce que c'est celle d'ici, celle du rez-de-chaussée, celle du sous-sol ? Chacun aurait envie de choisir le temps. Donc le temps, ça n'existe pas. Et si nous pouvons fonctionner avec une notion de temps qui est pertinente, c'est parce que cette précision de la picoseconde ou de la microseconde, on s'en fiche. Mais si nos montres indiquaient cette précision, on n'arriverait jamais à être à l'heure ensemble à un rendez-vous. Donc voilà, tout ça, c'est de la physique de précision, mais je crois qu'on peut s'inspirer de tout ça pour analyser notre vie personnelle, mais aussi notre vie relationnelle, notre vie sociale, et sans doute la vie d'une entreprise. Alors justement, concernant les durées, quel est le sentiment de l'astrophysicien concernant l'école de pensée des philosophes, des psychosociologues, de Bergson, de Lewin, sur cette notion du temps qui est dépendante de notre structure mentale, de nos perceptions, de nos émotions, et comment elle peut servir le manager pour réduire les asynchronismes dans ses équipes en fonction de ces différentes perceptions du temps. Alors, il y a beaucoup de choses dans votre question. Alors, en tant que physicien, je n'aborde pas les phénomènes de perception, de sensation. Donc il y a quelque chose que nous ressentons tous, c'est justement des durées. Je dirais les durées, ce qu'on peut appeler le temps de l'âme, par exemple, ou peut-être le temps psychique. Et chacun sait que pendant 1 heure mesurée à ma montre, je vais peut-être ressentir une durée qui me paraît plus longue ou plus courte.
Einstein, on lui prête cette phrase, si vous passez 1 minute avec une jolie fille sur les genoux ou si vous passez 1 minute avec la main sur un poil, vous n'aurez pas du tout la même sensation de la durée. C'est ça la relativité, disait-il. Bon, c'est une boutade, bien entendu, mais c'est simplement pour illustrer le fait que le temps que nous ressentons, que nous éprouvons, ça n'est pas tout à fait la même chose que le temps physique. Il y a une correspondance, bien entendu, et si vous vous entraînez, vous pouvez arriver, sans regarder votre montre, à vous dire je vais laisser passer 30 secondes et puis voir si vous arrivez à 30 secondes de votre montre ou pas. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant et ce que nous dit la physique moderne, c'est qu'effectivement, la durée, c'est quelque chose de personnel. Par exemple, je ne veux pas insister trop là-dessus, mais entre aujourd'hui à 20h et demain à 20h, il se peut très bien que, suivant mon histoire et selon votre histoire, moi je vais vivre 24 heures, vous allez vivre 24 heures plus quelques secondes, et vous allez vivre 24 heures moins quelques secondes. Autrement dit, les durées ne correspondent pas. C'est la manière de comprendre qu'on ne peut pas utiliser le temps comme notion. Alors, est-ce que tout ça peut avoir une influence sur, par exemple, la gestion d'une entreprise? Je crois que dans la gestion d'une entreprise, il faut, évidemment, on a tendance à parler de temps, et on en a parlé jusqu'à maintenant, mais je crois qu'il est important de dissocier ces questions de durée et, on va dire, de causalité. Causalité, c'est la gestion. Alors, à notre échelle, où on parle de temps, causalité se confond avec chronologie, c'est-à-dire que dans la conception pré-relativiste, il se trouve que la causalité et la chronologie sont identiques. Bon, dans la physique moderne, ça n'est plus du tout le cas, mais enfin, on s'en fiche pour cette discussion-là. Mais je crois qu'il est important donc de dissocier chronologie, causalité et durée, parce que ça n'a pas du tout la même influence sur la manière dont vous gérez, par exemple, votre entreprise. Les durées, c'est est-ce que pour faire telle ou telle tâche, il faut que j'aille vite ou j'aille pas vite? Est-ce que je peux, je ne sais pas, construire une voiture? Est-ce que c'est important de la construire en 3 jours? Ou bien est-ce que si je la construis en 3 mois, elle sera aussi bien faite, je gagnerai autant d'argent et tout ira aussi bien? Et puis il y a autre chose, c'est que si vous avez des tâches qui sont différentes à accomplir, et ça on retrouve également quand on construit des programmes informatiques, eh bien il faut que ces tâches soient faites dans le bon ordre. Et puis si par exemple j'ai besoin d'une pièce pour construire la voiture, il faut que la pièce arrive au bon moment. Alors la pièce, ce n'est pas vraiment un signal, mais on peut l'interpréter comme un signal finalement. C'est quelque chose, c'est une relation causale, donc il faut que cette relation causale arrive au bon moment. Il ne faut pas qu'elle arrive trop tôt, parce que si elle arrive trop tôt, je vais être obligé de la stocker à côté, ça va me gêner pour faire mon travail. Il ne faut pas qu'elle arrive trop tard, parce que ça va me faire perdre du temps, et l'entreprise n'a jamais envie de perdre du temps. Donc il y a une question de bien gérer cette chose-là. C'est un peu ce qui était appelé tout à l'heure le temps chirologique. Alors on a vu avec Frédéric Fréry le débat sur l'accélération du temps et puis la dictature aussi du présent, le fait qu'on soit en infobésité, gagné par pléthore d'informations, des nouvelles technologies qui nous permettent de faire de multiples choses à la fois, d'être peut-être en polychronicité. Quel est votre sentiment sur ce débat de cette accélération ou non-accélération du temps ? On a vu avec les philosophes modernes que finalement on était dans une course presque stagnante. Et puis dans ce débat ou dans ce sentiment, comment l'envisager avec ces différences générationnelles d'approche des différentes générations? Bon, d'abord, une question de terminologie, c'est que le temps ne peut pas s'accélérer ou ralentir, parce que accélérer ou ralentir, ça voudrait dire aller plus vite. Mais par rapport à quoi? Par rapport au temps. Donc le temps ne peut pas aller plus vite par rapport au temps ou moins vite par rapport au temps. Donc quand on dit le temps s'accélère, c'est plutôt les événements s'accélèrent dans le temps. Autrement dit, en un laps de temps donné, il se produit beaucoup plus d'événements, il y a beaucoup plus d'échanges d'informations, et quand on réfléchit, ça voudrait dire que le temps se ralentit, au contraire, parce que dans le même laps de temps, on peut faire plus de choses. Donc on aurait l'impression que ce laps de temps d'1 heure
durerait au contraire plusieurs heures pour qu'on ait le temps de faire toutes ces choses. Donc je dirais, dans un certain sens, quand on parle d'accélération du temps, il vaudrait mieux dire ralentissement du temps, parce que dans la même durée telle qu'elle est mesurée, on a le temps de faire plus de choses. Bon, ça c'est un petit détail, mais ça montre bien quand même que dès que l'on a affaire à ces questions temporelles, le vocabulaire qu'on utilise est totalement inadapté. Bon, cela dit, il a été montré d'une manière assez efficace qu'il n'y a pas vraiment, bon, j'utilise ce terme d'accélération du temps malgré tout, même si je le trouve impropre, que cette accélération n'opère pas vraiment. Néanmoins, je mettrai une nuance parce que notre orateur a comparé avec ce qui se passait il y a un siècle, mais si on compare avec ce qui se passait il y a un millénaire, ou il y a, même si on regarde nos ancêtres d'il y a 10 000 ans ou 20 000 ans, les hommes étaient présents, les hommes agissaient, les hommes vivaient, eh bien, je ne pense pas du tout qu'ils avaient la préoccupation d'être pressés, de gagner du temps, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est devenu une sorte d'ancienne qui est répétée absolument sans arrêt. Pourquoi vouloir gagner du temps? Pourquoi vouloir faire le plus de choses possible dans une durée donnée? Je me pose cette question. Et on s'aperçoit que c'est souvent vrai à l'échelle d'un individu, c'est souvent vrai à l'échelle d'une entreprise. Bon, pour l'échelle d'une entreprise, on le comprend parce que l'entreprise paye ses salariés à l'heure et elle n'a pas envie de payer plus cher pour la même chose. Donc, on peut dire que c'est une conséquence de la notion de profit. Et il me semble, je ne suis pas un sociologue ni un historien de l'économie, il me semble que cette volonté de gagner du temps, elle date à peu près du moment où on a embauché les gens qu'on payait à l'heure. Enfin, il faudrait évidemment nuancer ça, parce que ce n'est pas quelque chose qui s'est fait d'un coup. Mais voilà, le temps, c'est de l'argent, dit-on. Je crois que là, ça s'applique absolument vraiment. Pourquoi vouloir faire les choses plus rapidement? Pourquoi vouloir faire plus de choses dans un laps de temps donné? Ça, c'est une question dont je ne connais pas la réponse. Et donc, chaque manager d'entreprise devrait se la poser et sans doute va-t-il arriver à la conclusion que c'est une nécessité pour la vie de son entreprise, mais je crois qu'il serait intéressant qu'il se demande, qu'il reconstitue tout le raisonnement qui l'amène à cette conclusion. Et évidemment, en replaçant son entreprise dans un environnement qui est l'environnement donné, avec évidemment toutes les préoccupations sociales, mais aussi la préoccupation de gérer sa production et ses déchets, avec la consommation d'énergie et l'influence sur l'environnement, avec la consommation de matières premières. Bon, on parlait de cette accélération qui n'existe peut-être pas vraiment, et tout à l'heure on a entendu le souhait aussi peut-être profiter de l'occasion de cette pandémie pour ne plus s'adonner à cette espèce de croissance infernale, avec peut-être le regret que ça ne soit pas le cas, mais je vais vous rassurer, ça va être le cas de toute façon, puisqu'il y a des limites à la disponibilité d'énergie et des matières premières. Nous ne sommes pas encore à ces limites, mais nous n'en sommes pas très loin. Et on sait déjà que pour certaines matières premières, ça devient très difficile. Pour avoir de l'eau propre et de l'air propre, c'est également difficile. Et c'est quelque chose dont on n'a pas encore aujourd'hui vraiment pris la mesure de la rareté et du manque, mais c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Donc si on rate effectivement cette occasion d'entamer, peut-être pas une décroissance, mais au moins une baisse de la croissance, on y sera confronté d'une manière beaucoup plus brutale dans quelques années. Alors une dernière question, peut-être plus personnelle. On a dans notre manuscrit exploré une typologie qui est celle des préférences temporelles individuelles. Et l'une des dimensions de ces typologies est l'urgence ou la patience temporelle. L'urgence temporelle, c'est quand l'individu se sent intrinsèquement pressé par le temps
Il fait tout peut-être en avance, il fait tout très vite. Et la patience temporelle, c'est l'individu qui va s'amuser avec le temps et peut-être y trouver des opportunités, quitte à tout faire à la dernière minute. Dans quel profil vous inscrivez-vous en tant qu'astrophysicien? Moi, c'est très clair que je suis dans le second profil de manière personnelle. Mais d'un autre côté, je crois qu'il faut gérer les deux. Et d'une certaine manière, moi, je m'intéresse à beaucoup de choses, je me disperse un peu. Et finalement, d'une part, je fais toujours les choses effectivement au dernier moment. Et d'autre part, j'aime assez avoir énormément de choses à faire et être dans l'urgence et être obligé de gérer cette urgence. C'est quelque chose dont on pourrait dire, dont on se plaint tout le temps. Ah, j'ai pas le temps, je suis toujours pressé, etc. Mais d'un certain côté, je pense que beaucoup de gens qui sont dans cette situation aiment cette situation et se la créent et que c'est complètement artificiel. Et je vois tous les... dans la gestion des entreprises, je crois que c'est comme ça. Ces entreprises qui se sentent obligés de produire, et donc qui, pour produire, forcent les consommateurs à consommer, etc. Je pense que c'est une sorte de jeu. Ce n'est pas du tout une nécessité vitale pour l'humanité, puisque, comme vous le savez, on consomme je ne sais pas combien de fois trop en Europe, encore plus, évidemment, aux États-Unis, et puis beaucoup moins, évidemment, dans d'autres pays. Mais c'est une sorte de jeu, ce n'est pas du tout une nécessité. Donc, je crois que beaucoup de gens aiment ça, aiment être finalement soumis à des contraintes qu'ils se sont eux-mêmes données, qu'ils ont eux-mêmes créées. Et on pourrait dire toute notre économie, globalement, est soumise à des contraintes qu'elle s'est elle-même créées. C'est-à-dire, c'est une économie qui, finalement, quand on la regarde d'un point de vue objectif, elle est totalement absurde. Pourquoi construire tant de voitures? Pourquoi tant se déplacer? Pourquoi vouloir aller à l'autre bout du monde? Les hommes ont vécu pendant quelques dizaines ou centaines de milliers d'années sans avoir du tout ces préoccupations. Et peut-être qu'ils ont un peu moins vécu, mais je ne sais pas du tout quel genre de critères on pourrait utiliser pour décider s'ils ont une vie meilleure ou moins bonne que la nôtre. Mais cette volonté, malgré tout, d'accélération, je reprends le mot, je crois que c'est une espèce de jeu de riches, finalement, d'une certaine manière, parce qu'elle nécessite un épuisement de toutes les ressources, que ce soit les ressources en matières premières, en énergie, en biologie, avec cette influence que vous avez déjà mentionnée et qui a déjà été mentionnée, sur l'épuisement de notre environnement. Alors, l'extinction des espèces, bien sûr, l'extinction de beaucoup d'espèces. Est-ce que tout ça va entraîner ou non l'extinction de l'espèce humaine? Je crois que personne ne peut le dire, mais ce que savent tous les biologistes, c'est qu'il y a une interdépendance absolument énorme entre toutes les espèces. Vous savez, si les abeilles disparaissent, il n'y aura plus certains fruits et certaines fleurs. S'il n'y a plus ces fruits, ces fleurs, il n'y aura plus les oiseaux qui s'en nourrissent. S'il n'y a plus les oiseaux qui s'en nourrissent, il n'y aura plus les petits animaux qui se nourrissent de ces oiseaux, etc. Donc il y a une interdépendance entre tous les phénomènes naturels dont nous avons une conscience, dont nous commençons à avoir une conscience, mais qui est très limitée. Et nous ne savons pas du tout si cette interdépendance, nous ne savons pas du tout jusqu'à quel point elle va. Et on attribue à Einstein, je ne sais pas s'il a prononcé cette phrase, mais si les abeilles disparaissent, l'humanité va disparaître quelques années plus tard. On n'en sait rien du tout. Et on a acquis, on est arrivé aujourd'hui à un tel degré d'extinction dans la diversité des espèces, ou pas aussi... Pas uniquement dans la diversité, mais dans la population d'espèces données, que l'on ne sait pas du tout si c'est réversible ou pas. Et c'est accentué par le réchauffement, parce qu'une espèce qui est, disons, très menacée, bon, si on la laisse tranquille,
elle va se repeupler à condition d'avoir le bon environnement. Mais comme l'environnement est en train aussi de changer très vite à cause du réchauffement, encore une forme d'accélération qui là est bien réelle, eh bien, on pense que beaucoup d'espèces qui sont en train de disparaître, par exemple certains arbres en France, ne reviendront jamais. Et donc, est-ce qu'ils reviendront dans d'autres pays ou jamais plus à la surface du globe? Tout ça, on n'en sait rien. Et évidemment, l'espèce humaine est aussi une espèce biologique qui dépend de tout ça. Donc peut-être que l'espèce humaine sera la dernière à disparaître, parce qu'on pourra faire des réserves d'eau, d'air, des boîtes de conserve, et qu'on va subsister peut-être pendant quelques décennies, alors qu'il n'y aura plus aucun être, aucun animal, aucun végétal. Et donc peut-être que l'espèce humaine sera la dernière espèce à subsister sur Terre, mais dans quelles conditions ? Merci sur cette note très positive. Merci Marc Lachèvre. Merci de vous être prêté au jeu de l'analogie managériale. Un grand merci. Est-ce qu'il y a des questions pour Marc ? Bonjour. Vous avez dit beaucoup de choses extrêmement passionnantes. Et parmi les nombreuses choses très passionnantes que vous avez dites, il y en a une qui m'a touché. C'est on ressent tous les durées différemment. Alors c'est votre exemple de la main sur le poil ou de la jeune femme, mais en fait, nous tous, on a écouté cette conférence et puis on est traversé par, on est attentif ou on est inattentif, on a des émotions positives, on a des peurs, et donc on ressent en fait tous différemment ce qui est en train de se passer. Et je me demandais quelle était la conséquence de ça sur le management. Parce qu'il y a la vieille image du manager qui est le maître des horloges. Et ça ne suffit pas. On voit bien que ça ne suffit pas aujourd'hui. On a eu un président qui mettait une pendule sur son bureau. Et on voit que ça ne suffit pas pour qu'on avance tous d'un même pas. Et je me demandais quelles conséquences vous tirez de ça sur le management. Est-ce que le manager, il doit aussi être celui qui, je ne sais pas comment dire, en fait, qui aide à rassembler dans le même temps différentes émotions pour qu'elles puissent exister ensemble? Oui, mais je ne parlerai pas seulement en termes d'émotions, mais supposez que je sois manager et que je doive manager donc des employés pour leur faire accomplir certaines tâches. Ce que je dois comprendre, alors c'est plus seulement une question d'émotion, mais ce que pour accomplir la même tâche, il n'y a aucune raison que 3 personnes différentes aient besoin de la même durée. Il y en a un qui va peut-être travailler plus lentement, l'autre plus vite. Alors on a tendance à dire travailler vite, c'est une qualité. C'est vrai qu'on peut travailler plus vite et aussi bien, mais je crois qu'il faut gérer ça. Il faut comprendre que la même tâche ne doit pas nécessairement être accomplie dans la même durée par différents protagonistes. Alors évidemment, c'est un peu sans doute compliqué à gérer, mais je crois que, par exemple, quand on est à l'université, quand on va gérer des étudiants, un étudiant, il doit faire une thèse, par exemple, en 3 ans. Et puis l'étudiant, on ne va pas être là à lui dire « tu arrives à 9h du matin, tu vas travailler de 9h du matin à 5h du soir ». On s'aperçoit très rapidement que les étudiants ont des manières différentes de travailler. Il y en a un, par exemple, il va se lever tous les quarts d'heure, aller faire un tour, boire un verre, revenir. Et puis un autre, au contraire, il reste à son bureau pendant 2 heures de suite, sans la moindre distraction. Bon, à la fin, dans la journée, lequel aura accompli le plus de travail? Et puis, c'est même pas comme ça qu'il faut mesurer. Il faut mesurer d'une manière différente. Le travail n'est pas le même. Enfin, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai jamais été manager, mais j'ai managé quelques étudiants comme ça, et puis j'ai participé à des collaborations, et je vois très bien que la première chose à prendre en compte, c'est que chacun travaille de manière différente, et donc il y aura
un rythme différent. D'ailleurs, pas forcément un rythme. Le mot rythme n'est pas celui qui convient, je pense, nécessairement. C'est des ajustements de durée. Et ce qui est important aussi, si vous avez des personnes qui accomplissent des tâches différentes, j'en ai dit un mot tout à l'heure, si moi, travaillant sur tel sujet, j'ai besoin d'une pièce ou d'une information qui résulte de votre travail, ben, il faut que ça arrive au bon moment. Pas trop tôt parce que, comme j'ai dit, ça peut gêner ou je peux l'oublier. Pas trop tard parce que je vais m'ennuyer à vous attendre ou je vais perdre du temps, comme on dit. Donc voilà pour moi le travail du manager, c'est-à-dire comprendre qu'il faut gérer, attribuer des durées sans doute à des tâches, mais que l'attribution d'une durée à une tâche dépend de celui qui va l'accomplir et bien entendu des circonstances dans lesquelles il va l'accomplir, et puis surtout une coordination des tâches. Mais cette coordination, ce n'est pas tellement une chronologie, c'est plutôt une causalité, encore une fois. C'est-à-dire que la notion de temps, je ne vais pas vous dire, il faut que vous me remettiez cette information à 8 heures. Je vais vous dire, il faut que vous me remettiez cette information au moment où j'aurai fini la première phase de mon travail et où j'aurai besoin du résultat du vôtre. Et ça, il faut qu'on se coordonne pour que, justement, ça puisse bien arriver. Et heureusement, quand on est dans une entreprise, en principe, on a la possibilité de se coordonner très vite. Et quand on regarde la causalité dans l'univers, ben, c'est différent. Parce que si je veux communiquer, si j'imaginais qu'il y avait une population extraterrestre dans la galaxie d'Andromède, eh bien, si je leur envoie un signal, il faut 1 million d'années pour que le signal leur arrive et 1 million d'années pour qu'ils me reviennent. Donc je vais leur demander est-ce que vous connaissez la recette pour faire des crêpes? Ils vont me répondre oui, la voici, mais je vais la recevoir dans 2 millions d'années. Donc on a la chance dans une entreprise qu'en principe, on peut communiquer. Et je crois que la tâche du manager, c'est de faciliter ces communications dans les deux sens et de manière à ce que les travaux puissent être coordonnés de la manière optimale. Merci. Merci. Je crois qu'il y a une autre question d'Olivier. J'aurais fait un bon manager, non? Attends, Olivier, le micro. Comme ça, le streaming, les personnes à distance t'entendent. Évidemment, j'abonde complètement dans votre sens sur l'aberration qui consiste à vouloir faire apprendre les mêmes choses aux élèves depuis qu'ils sont à l'école en suivant les programmes alors qu'ils ont des rythmes de développement différents. Et on continue, et on continuera encore, je crains. Mais je voulais apporter une note un peu plus positive sur ce que vous aviez fini par nous dire sur l'être survivant dans une cave avec des boîtes de conserve. On a quand même cet exemple qui, moi, me paraît porteur d'espoir d'une certaine façon. Là, une grande catastrophe nucléaire qui était Tchernobyl a donné lieu, si j'ai bien compris, à une renaissance d'espèces nouvelles et à une grande luxuriance, d'après ce que j'ai vu. Non. Alors, ce qui se passe, c'est que la zone autour de Tchernobyl, qui est une zone en principe interdite, est interdite aux humains, mais laisse passer les animaux. Et que tous les animaux du coin, comme ils sont tranquilles là, ils viennent se réfugier là. Donc il y a un afflux effectivement de la faune autour de Tchernobyl, mais ils vivent très peu de temps parce que c'est bourré de radiation. Donc effectivement, à un moment donné, vous allez observer une faune très abondante dans les alentours de Tchernobyl, mais c'est simplement tous les animaux du coin qui, pour être tranquilles, viennent se réfugier là, avec un temps de vie qui est très court. Et donc, alors évidemment, il y a aussi des mutations végétales, mais qui sont ce qu'on appellerait des monstres, et ce sont des mutations qui ne sont pas du tout adaptées à l'environnement, parce que ça va trop vite. C'est-à-dire, les lois de Darwin vous disent que les mutations qui sont favorables, c'est-à-dire qui font que vous devenez mieux adapté à votre environnement, vont être conservées et vont vous faire évoluer entre guillemets, dans le bon sens. Mais là, ça n'a pas le temps, parce que c'est des mutations qui sont évidemment complètement aléatoires, et si vous vous retrouvez avec une oreille à la place du nez, bah, ça va être, vous allez très bien entendre, mais vous n'aurez plus de sens olfactif, etc. Donc, ce ne sont pas des mutations bénéfiques, et il n'y a pas une évolution
bénéfique dans cette zone-là. Donc non, ça c'est très bien étudié, c'est très bien compris. Non, c'est une zone morte où les animaux viennent parce qu'ils n'ont pas de compteur, ils n'ont pas de dosimètre qui leur dit qu'il y a des radiations. Donc ils se sentent très bien, mais ils reçoivent ces radiations et ils vont crever assez vite, quoi. Sauf que comme il y a un flux permanent, si vous allez observer, vous allez en voir beaucoup. Une autre question devant. Merci, bonsoir. Merci pour votre regard. Je ne sais pas dans quelle mesure on a encore le temps. Moi, j'ai 2 questions. La première, c'est j'aimerais connaître votre propre définition de la synchronicité. Qu'est-ce que pour vous la synchronicité ? Et la seconde, partant du principe qu'on a tous une ligne de temps, une ligne d'univers, est-ce que cette ligne de temps est déjà prédestinée ou non ? Alors, en ce qui concerne la synchronicité, je vous précise tout de suite que je n'utilise pas du tout le terme dans le sens de Jung. C'est-à-dire, Jung utilise le mot synchronicité pour finalement donner un sens à ce que nous appelons les coïncidences. Et en tant que physicien, je n'ai pas d'avis là-dessus. Donc je dirais que ce que Jung appelle synchronicité, c'est plutôt le sens que nous voulons donner à des coïncidences. Par exemple, je pense à cet ami que je n'ai pas vu depuis 20 ans, je le rencontre le lendemain par hasard dans la rue. J'ai envie de me dire, ça a un sens. Donc, est-ce que ça va m'aider, moi, dans ma vie personnelle, de me dire ça ou non ? Je ne suis pas capable d'en juger, en tout cas en tant que physicien. Je pense que c'est ça le problème de la synchronicité. Par ailleurs, il y a autre chose qui est la synchronisation des horloges. Donc, ce que j'ai dit, c'est que 2 horloges, il est impossible en général de les synchroniser à moins qu'elles soient l'une à côté de l'autre. Pourquoi ? Parce que une horloge ne mesure pas le temps. Votre montre ne mesure pas le temps. Qu'est-ce que c'est qu'une montre ? En fait, une montre, c'est un chronomètre. Si vous avez une montre parfaite qui sort de l'usine, elle ne va pas vous donner le temps, elle ne va pas vous donner l'heure ou la date tant que vous ne l'avez pas mise à l'heure. Donc, que fait la montre ? Elle mesure la durée entre le moment où vous l'avez mise à l'heure et le moment où vous la regardez. Et puis, il y a un petit dispositif qui fait que ça vous permet de lire l'heure actuelle. Mais une montre, une horloge, n'est pas un instrument qui mesure le temps, c'est un instrument qui mesure une durée. Et il n'existe aucun instrument qui mesure le temps. Ça n'existe pas. Et ça ne peut pas exister puisque, évidemment, selon la physique moderne, le temps n'existe pas. Mais on s'en accommode très bien et on retraduit ça dans notre langage personnel à nous qui nous convient en termes de temps. Et je ne sais plus pourquoi je vous disais ça, d'ailleurs. J'ai perdu le fil de la question. Excusez-moi. La définition des synchronicités pour vous. Ah oui, donc synchronicité, voilà, j'en ai parlé parce que c'est pour moi la synchronicité, c'est associé à Jung. Donc la synchronisation, c'est quelque chose d'impossible parce que chaque horloge mesure son temps, elle mesure le temps d'elle-même, de son histoire qu'elle vit elle-même. Comme comme 2 horloges ne vivent jamais la même histoire, à moins qu'elles soient l'une à côté de l'autre, elles n'auront jamais la possibilité d'être synchronisées. Et l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, c'est 2 horloges identiques, 2 horloges parfaites identiques. S'il y en a une que vous baladez simplement au sommet de la pièce, à l'étage du haut, eh bien, elle est désynchronisée. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle le temps universel, c'est quelque chose qu'aucune horloge ne mesure, en toute rigueur. Évidemment, là je parle d'une précision qui serait meilleure que la microseconde. Aucune horloge sur Terre ne mesure le temps universel. C'est pas tout à fait vrai. Il y en a une qui est celle qui est à l'Observatoire de Paris, à la latitude de Paris, justement, etc. Mais quelle que soit l'horloge que vous avez, elle ne vous donnera pas le temps universel. Si vous voulez une horloge qui mesure le temps universel, il faut que vous alliez à côté de l'horloge de référence à l'Observatoire de Paris et que vous restiez là. Dès que vous allez partir, elle ne mesure plus ce qu'on appelle le temps universel. Je vous ai posé aussi la question, vous avez dit qu'on avait tous une ligne de temps, une ligne d'univers. Et la question est, est-ce qu'elle est prédestinée Ça, c'est la grande question. Mais bon,
la relativité, comment dire ça ? C'est ce qu'on appelle la question du déterministe, qui est une question finalement qui est posée depuis bien avant la relativité, puisque les Grecs en ont parlé, etc. Et la première réponse, c'est qu'on ne le sait pas et qu'on ne connaît aucun moyen de le savoir. C'est-à-dire, pour le dire autrement, est-ce que ce qui va m'arriver demain est déjà écrit et simplement demain je vais le vivre, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui n'est écrit nulle part, qui n'est pas déterminé et qui finalement va être créé, va être inventé dans ma propre histoire ? On n'a, je crois, aucun moyen de répondre à cette question. Et une fable qui illustre très bien ça, c'est la fable d'Œdipe, puisque Oedipe, en consultant la Pythie, va connaître son propre futur. Et connaissant son propre futur, son destin, si vous voulez, il va se dire « je ne veux pas accomplir ce destin, puisque ce destin consiste à tuer mon père et coucher avec ma mère. » Et donc, il va tout faire pour ne pas accomplir son destin, pour ne pas accomplir le futur qui est déjà écrit. Et tout ce qu'il va faire pour contrer son destin va au contraire le mener à accomplir son destin. Donc, si vous voulez, la réponse que donne ce mythe d'Œdipe à la réponse que vous posez, c'est oui, c'est déjà écrit, et quoi que vous fassiez, vous ne pouvez rien contre ce qui est déjà écrit. Bon, mais dans la pratique, eh bien, vous ne le connaissez pas, votre futur. Donc, vous pouvez dire, je vais agir de manière à faire autre chose que le futur qui est déjà écrit. Mais comme vous ne connaissez pas le futur qui est déjà écrit, ça ne peut pas avoir de sens. Et en fait, il y a une seule manière dont on pourrait le savoir. Et cette manière, c'est au cas où existent les voyages temporels. Alors, les voyages temporels, c'est quelque chose qui est bien connu des lecteurs et des écrivains de science-fiction, c'est-à-dire vous vous retrouvez vous-même dans votre propre passé. Bon, il se trouve que si le temps existe, c'est quelque chose qui est impossible. C'est facile à voir, c'est incompatible avec la notion de temps, bien qu'on appelle ça voyage temporel, mais si le temps n'existe pas, c'est envisageable. Et dans la théorie de la relativité, on s'aperçoit qu'il existe peut-être des solutions qui permettraient le voyage temporel. Le premier qui a trouvé ça, c'est le physicien Kurt Gödel. Enfin, je dis le physicien, mais c'est un mathématicien, c'est un logicien. Et justement, Kurt Gödel était un collègue et un ami d'Einstein. Il avait bien compris la théorie de la relativité. Et il était très énervé parce qu'il y avait encore certains physiciens qui refusaient d'admettre cette idée que le temps n'existait pas. Donc qui n'avaient pas compris, si vous voulez, la théorie de la relativité. Et pour les convaincre, il a trouvé une solution de la relativité générale où ça devenait évident que le temps n'existe pas. Et il s'est trouvé que cette solution avait une particularité, c'est pas du tout pour ça que Gödel l'avait trouvée, l'avait construite. Il y avait une particularité, c'est qu'il existe justement ce qu'on appelle des courbes de temps fermées, qui est la manière technique de qualifier ce que les auteurs de science-fiction appellent le voyage temporel. Autrement dit, si cette solution de la relativité existe réellement dans l'univers, ça veut dire que vous avez la possibilité d'aller dans votre propre passé. Et par exemple, il y a une nouvelle de Borges, Jorge Luis Borges, qui s'appelle Le jardin des sentiers qui bifurquent, où il raconte une histoire comme ça, où il y a un type qui s'assoit sur un banc, c'est un type qui a 40 ans, il s'assoit à côté d'un type qui a 20 ans, et en discutant, il s'aperçoit que ce type, c'est lui-même à l'âge de 20 ans. Donc il se retrouve lui-même à l'âge de 20 ans. A priori, cette chose-là n'est pas impossible selon ce que nous dit la relativité. Bon, disons, en tout cas, c'est discuté. Mais si ça arrive, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que
le double de moi-même à 40 ans, supposons que j'ai 20 ans, je sois sur ce banc, mon double qui a 40 ans est à côté de moi, et il peut me raconter son passé, ce qui lui est arrivé entre 20 ans et 40 ans, qui pour moi est mon futur. Donc voilà une circonstance, la seule possible à mon avis, où je suis capable de connaître mon futur. Par exemple, il me dit, dans un an, tu vas déménager, dans 2 ans, tu vas te marier, etc. Bon, et moi, comme je suis un peu du genre rebelle, je vais dire, non, je ne vais pas déménager dans 1 an, et dans 2 ans, je ne vais pas me marier. C'est bon. Et ce que dit la théorie, c'est que quoi que je fasse, effectivement, puisque c'est dans le passé de mon double, c'est arrivé, et ce qui est arrivé, on ne peut plus le changer. Comme on disait au Moyen-Âge, même Dieu ne peut pas changer ce qui est déjà dans le passé. Bon, je vais très vite, évidemment, mais tous ces raisonnements ont été accomplis d'une manière très, très, très complète par des philosophes, par des physiciens, etc. Et je vous signale que Gödel, quand même, qui est donc celui qui a trouvé ce modèle, est considéré comme le plus grand logicien du XXe siècle, parce qu'en mathématiques, c'est lui, il a trouvé ce fameux théorème de Gödel, fameux théorème d'incomplétude, dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui, mais qui a complètement révolutionné la logique mathématique et qui a fondé toute une catégorie de travaux très importants dans ce qu'on appelle les métamathématiques, c'est-à-dire l'étude justement de la logique et des raisonnements en mathématiques. Donc c'est quelqu'un de très important. C'est, encore une fois, le logicien le plus important du XXe siècle et un des logiciens les plus importants de toute l'histoire de la logique, finalement. Voilà, donc pour vous dire que la seule circonstance où je pense que l'on pourrait avoir un moyen de répondre de manière concrète à cette question, ça serait ça. Mais même les gens qui pensent que ces voyages temporels dans le passé sont permis par la théorie de la relativité, ces gens-là ne pensent pas qu'on aura les moyens de les accomplir. Donc ça reste quand même encore dans le domaine de ce que l'on peut, de ce que l'on peut décider soi-même. Cela dit, juste pour finir avec cette question, il est très difficile. Alors, c'est lié à ce qu'on appelle la question de la temporalité de la réalité. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser quelquefois, c'est une position qui s'appelle le présentisme, à se dire ce qui est réel, c'est ce qui est présent. Et c'est ce qui est futur n'est pas réel. Ça n'est pas encore arrivé, ça ne fait pas partie de la réalité. Le problème, c'est que en physique, et ce n'est pas la théorie de la relativité qui dit ça, c'est vraiment quelque chose dont on s'aperçoit dès qu'on fait des expériences de précision, la notion de présent n'est pas définie. C'est-à-dire ce qui, pour moi, est présent, pour quelqu'un d'autre, pour vous, ou pour... il faudrait prendre un cosmonaute ou quelqu'un ça, appartient au futur. Et pour quelqu'un d'autre, ça appartient au passé, c'est déjà passé. Donc, la distinction entre passé, futur et présent n'a aucune pertinence en physique. Je parle de présent, passé, futur, chronologique. Et tout simplement, c'est encore une manière de dire que le temps n'existe pas. Et justement, quand vous réfléchissez bien à la question que vous avez posée, elle parle du futur. Mais pour celui qui serait présentiste, ça a un sens de poser cette question parce que le futur, on peut imaginer qu'il n'est pas encore arrivé. Le problème, c'est que pour mon voisin, il est déjà arrivé. Donc, on s'aperçoit que la seule position qui soit logiquement cohérente, c'est de dire que ce qui est passé, ce qui est présent, ce qui est futur, ont exactement le même degré de réalité. Autrement dit, ce qui va m'arriver demain, c'est aussi réel que ce qui m'est arrivé hier. La seule différence, c'est que je ne m'en souviens pas. Et effectivement, quand je serai dans un mois, ce qui m'est arrivé aujourd'hui, ce qui m'est arrivé hier ou ce qui va m'arriver demain, c'est pareil, il n'y a pas de différence. Ça obéit aux mêmes lois physiques et il n'y aura rien de particulier. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui,
je me souviens du passé et pas du futur. Pourquoi ? D'où est la différence ? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de notre cerveau ? Qu'est-ce qui fait que je ne me souviens pas de ce qui va m'arriver demain et que je me souviens de ce qui m'est arrivé hier ? Ça, à mon avis, c'est la grande énigme. Est-ce que la réponse, elle est à chercher dans notre psychologie, dans notre cerveau ou dans des lois de la physique qu'on n'a pas encore découvertes ? On n'en sait rien. Et pour moi, la grande énigme liée à la temporalité, c'est celle-ci. On ne sait pas d'où ça vient. Parce que du point de vue de la relativité, comme je vous l'ai dit, mon existence est une ligne d'univers, tous les points sont identiques, et si je suis en un point, il y en a un qui est, si je dessine, il y en a un qui est en haut, un qui est en bas. Pourquoi je me souviens de celui d'en bas et pas de celui d'en haut ? Il n'y a pas de réponse, je ne connais aucune réponse donnée à cette question, ni par les biologistes, ni par les psychologues, ni par les physiciens, ni par qui que ce soit. Merci, ça nous fait ravier. Merci Marc Lachiaiseray.